Le président Ouattara a échangé avec le vice-président exécutif de Jefferson Waterman International, le président de Residor Hotel Group et le président de la commission de l'UEMOA. Nous saurons ce qu'ils se sont dit dans ce journal. La météo annonce de grosses pluies et des rafales de vent les prochains jours. Il y a des risques d'inondation. La vigilance doit être donc de mise. Les romans et œuvres littéraires traduites dans les langues maternelles pour une meilleure compréhension, c'est la mission des éditions Livre Sud. Nous nous plongerons dans l'univers des ouvrages traduits en langue locale dans quelques minutes. Le conflit social se durcit en France. Selon des estimations concordantes, environ un tiers des près de 12 000 stations-service du pays sont en rupture totale ou partielle et les files d'attente s'étendent dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État a échangé aujourd'hui successivement avec le vice-président exécutif de Jefferson Waterman International, Philippe Carter III, le président de Residor Hotel Group, Newman Wolfgang, et le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? La réponse dans ce reportage de Jérôme Kofi Aboulan. Plusieurs rencontres ce mercredi au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a reçu successivement 3 personnalités. C'est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, qui le premier s'est entretenu avec le chef de l'État. En tant que vice-président exécutif de Jefferson Waterman International, Philippe Carter III dit avoir échangé avec le président de la République sur le développement de la Côte d'Ivoire, qui pour lui constitue un modèle. Mon objectif ici, c'est pour reconnecter avec les autorités ivoiriennes et la société ici généralement pour regarder comment on peut contribuer à le développement de ce grand pays. C'est clair que la Côte d'Ivoire, c'est un bon modèle. Nous avons aidé le gouvernement dans les domaines de sécurité, de les questions commerciales. Après l'ancien diplomate américain, c'est au tour du président de Residor Hotel Group d'être reçu par le président Alassane Ouattara dans le cadre de l'inauguration de Radisson Blu Hotel Abidjan Airport. On est très content d'arriver avec un Radisson Blu dans la capitale de Côte d'Ivoire. C'est un moment important pour nous. C'est notre 36e hôtel en Afrique et ça ne sera certainement pas le dernier hôtel qu'on tient d'ouvrir ici en Côte d'Ivoire. Troisième et dernière personnalité reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, le président de la commission de l'UEMOA. Pour Cheikh Hadjibou Soumaré, il s'agit de faire le point des activités au président Alassane Ouattara en sa qualité de président en exercice de l'UEMOA. Nous étions venus particulièrement pour lui rendre compte de ce que nous sommes en train de faire, la restructuration de la commission sur beaucoup d'autres dossiers, dont la primeur reviendra au chef d'État, qui vont valider donc les dossiers de la conférence. Donc nous lui avons rendu compte et nous avons reçu aussi ses instructions concernant cela. Nous lui avons également parlé de l'état d'avancement du dossier paix et sécurité. Nous sommes en train d'afficher les taux de croissance les plus élevés, dont le moteur qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui affiche les taux les plus élevés à travers le monde, donc va tirer toutes nos autres économies. Mais pour que cela soit, il faut que les aspects de paix et de sécurité soient mieux gérés dans notre région. Par ailleurs, selon Cheikh Hadjibou Soumaré, la rencontre avec le président Alassane Ouattara vient en prévision d'une réunion de réflexion le 27 mai à Abidjan et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA prévue le 5 juin prochain dans la capitale sénégalaise. Ce communiqué du procureur de la République avant de poursuivre ce journal. Le 1er mai 2016, à l'occasion de la célébration de la fête du travail, le président de la République a déclaré devant les centrales syndicales que la plupart des détenus de la crise post-électorale ont été libérés et qu'il ne restait que des cas résiduels de détenus en attente de jugement pour des crimes graves.
Le lendemain, 2 mai 2016, le site d'information kwasi.com a publié une liste de 78 personnes qui seraient encore détenues dans le cadre des procédures judiciaires de la crise post-électorale. Le parquet tient à apporter les précisions suivantes. Sur cette liste de 78 personnes publiées par ce site d'information, 5 personnes ont été jugées et condamnées. En outre, sur la même liste, il est indiqué que 22 personnes citées sont en détention et en attente de jugement pour diverses infractions graves, notamment pour enlèvement, séquestration, assassinat, crime contre l'humanité, attentat ou complot contre l'autorité de l'État, disparition ou soustraction de cadavres. Il convient de préciser que parmi ces 22 personnes, 3 ont été arrêtés avant le 21 mai 2011, date de la prestation de serment du président de la République et considérée comme la fin de la crise post-électorale. 19 autres personnes ont été appréhendées après cette date. De plus, sur les 78 personnes, 50 ont été libérées à la date du 19 février 2016. Il résulte de ce qui précède que les informations publiées par le site kwasi.com sur le nombre des détenus des dossiers judiciaires de la crise post-électorale sont mensongères et par conséquent constitutives du délit de divulgation de fausses nouvelles prévues et punies par l'article 173 du Code pénal. C'est pourquoi le nommé Laurent Despa, responsable du site d'information kwasi.com, a été interpellé et déféré devant le parquet. Il a été inculpé du délit susvisé et laissé en liberté. Un autre communiqué du procureur de la République qui dit que le 2 mai 2016, dans un article publié sur le site d'information kwasi.com, le nommé Michel Gbagbo déclarait qu'à la date du 30 mars 2016, 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons, la plupart suite à la crise post-électorale. Plus grave, 300 personnes qui ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 sont portées disparues. Relativement à cette déclaration du nommé Michel Gbagbo, le parquet informe qu'il n'a été saisi d'aucun cas de disparition d'inculpés de la crise post-électorale, ni par les parents des supposés disparus, ni par les organisations nationales et internationales de droits de l'homme. Mieux, il indique que 217 personnes qui avaient été inculpées et détenues dans le cadre des procédures judiciaires de la crise post-électorale ont toutes été libérées. Il résulte de ce qui précède que les déclarations du nommé Michel Gbagbo publiées sur kwasi.com sur le nombre des détenus des dossiers judiciaires de la crise post-électorale sont sans fondement, mensongères et par conséquent constitutive du délit de divulgation de fausses nouvelles prévues et punies par l'article 173 du Code pénal. C'est pourquoi le nommé Michel Gbagbo a été interpellé et déféré devant le parquet. Il a été inculpé du délit susvisé et laissé en liberté. Le procureur de la République, Richard Ado Christophe. On continue donc ce journal. Il a plu. Beaucoup plu hier à Abidjan, presque toute la journée. 98 mm de pluie selon les services de prévision de la direction de la météorologie nationale. Des pluies qui seront accompagnées d'orages et de rafales de vent les prochains jours. Ami Sissoko et Barakissa Bamba étaient à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologie pour en savoir plus. Suivons ensemble leur reportage. Saison des pluies. Pour la seule journée d'hier mardi, Abidjan a enregistré 98 mm de pluie. Selon la direction de la météorologie nationale, cela peut avoir des conséquences. Nous éditons pendant la saison des pluies un bulletin risque d'inondation. Nous avons eu environ 98 mm de pluie. Nous éditons ce bulletin lorsque, en 3 jours, nous dépassons 100 mm de pluie. Donc vous voyez, on a pratiquement atteint ces 100 mm-là. Ça veut dire que notre sol commence à être saturé en eau. Donc une fois qu'il est saturé, l'eau va commencer à ruisseler parce que cette eau ne pourra plus s'infiltrer dans le sol. Et c'est en ce moment que ça devient dangereux pour les populations. Dans les villes de l'intérieur, on note 34 mm de pluie. Cette année, les zones du littoral, le sud forestier et l'ouest du pays connaîtront de fortes précipitations.
La fréquence des pluies annoncée est de 1 jour sur 2. La saison des pluies ne vient pas de commencer. Elle a débuté depuis le mois d'avril. Seulement que les épisodes de pluie n'étaient pas assez rapprochés, ce qui donnait l'impression aux populations qu'on n'avait pas encore commencé notre saison des pluies. Sinon, nous sommes pleinement dans la saison des pluies. Donc, les épisodes de pluie sont beaucoup plus serrés et nous avons de plus grandes précipitations. Cette saison des pluies sera accompagnée d'orages et de rafales de vent. Chaque fois que nous aurons de grandes pluies, il va falloir aussi s'attendre à de grands vents. Parce que nous avons affaire à des systèmes pluvio-orageux mobiles. Donc, ces systèmes pluvio-orageux mobiles ont des vitesses de déplacement. En général, elles vont se déplacer avec des vitesses de l'ordre de 50 à 60 km/h. Donc, vous voyez, dès lors que nous recevons des vents d'environ 60 km/h, c'est assez important pour nos régions. Donc, il va falloir aussi faire attention. Débutée en avril, selon les météorologues, la saison des pluies prendra fin à partir de la mi-juillet. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences veut améliorer ses performances et plusieurs participants à un atelier ont réfléchi sur la mise en place des mécanismes pour permettre à l'AIGF de mener à bien sa mission. C'était à Yamoussoukro, Kader Sogodoko. Le 21 mars 2012, par l'ordonnance numéro 2012-288-13, le gouvernement ivoirien créait l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, AIGF. Sa mission, mettre à la disposition des radios ou tout autre opérateur du secteur des télécommunications et des technologies de l'information des fréquences. 3 ans après sa création, à l'initiative de son conseil d'administration, l'AIGF s'est retrouvée à Yamoussoukro en vue de faire sa mue. Il s'agit d'adopter des résolutions pour l'amélioration de ses performances. 5 axes ont été passés en revue. La gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion technique et les moyens généraux et communicationnels. La direction générale salue la tenue de cet atelier. Yamoussoukro marque vraiment le grand départ. On a trottiné jusqu'à un certain moment donné. Nous comptons, au sortir d'ici, commencer à courir vite. Une satisfaction également pour les experts qui ont participé aux travaux. C'est déjà un premier élément qui montre la volonté des différents acteurs de bien comprendre leurs différents rôles, de mettre en œuvre des synergies pour pouvoir aller de l'avant. Parmi les résolutions, la réhabilitation du système de gestion automatisé des fréquences EGCAS de Makori endommagé lors de la crise post-électorale et l'interdiction de l'utilisation de fréquences radio en zone aéroportuaire non autorisée par l'AIGF. Pour le conseil d'administration, les résolutions de Yamoussoukro seront suivies dans leur application. 2 jours d'atelier de réflexion pour diagnostiquer les maux qui freinent le décollage de l'AIGF. Ça ne doit pas servir, ça ne doit pas être 2 jours pour rien. Avec cette rencontre de l'AIGF à Yamoussoukro, cette structure compte mener à bien la mission à elle assignée par l'État de Côte d'Ivoire. Les 8e Jeux de la francophonie vont démarrer en Côte d'Ivoire en juillet 2017. Les préparatifs vont donc bon train et pour que cette grande messe sportive et culturelle soit un succès, le Comité international de ces Jeux effectue une mission d'évaluation que nous explique ici Patricia Yamou-Etia. Le Conseil permanent de la francophonie du 15 mars 2013 a retenu la candidature de la Côte d'Ivoire pour accueillir la 8e édition des Jeux de la francophonie. Pour cette 8e édition, près de 500 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs à travers le monde sont attendus. En parallèle des épreuves sportives et culturelles, les visiteurs pourront également profiter de nombreuses animations périphériques. Fort de ce challenge, la mission d'évaluation du Comité international des Jeux de la francophonie est présente à Abidjan. Le but est de faire l'état des lieux à une année des Jeux. À la fin de l'année, il y aura un autre spot qui va sortir. Vers le mois de mars aussi, il y aura un 3e spot qui va sortir et toujours à l'international pour faire la promotion des Jeux et maintenir donc l'ensemble du dispositif. Partenaire de cet événement mondial et festif, la RTI a fait la synthèse de ses activités. Les commissions sportives et hébergement ont également fait le point de leurs activités. La RTI, qui va servir de radio-télédiffuseur hôte,
et pour laquelle un certain nombre de dispositifs concernant les moyens de collecte et de transmission des images étaient nécessaires. Aujourd'hui, nous avons, avec l'assurance que l'équipe des TIC est mise en place, nous a fourni. Je crois qu'il y a des avancées à ce niveau. Les inquiétudes qui étaient très lourdes il y a quelques mois sont en train de se dissiper. 10 jours durant, du 21 au 30 juillet 2017, près de 4000 jeunes, sportifs, artistes et créateurs francophones en provenance de 80 États et gouvernements de la francophonie se retrouveront ici à Abidjan à l'occasion de la 8e édition des Jeux de la francophonie. Parlons santé avec ce dépistage gratuit des risques cardiovasculaires auxquels ont été soumis les tout-petits du centre d'accueil La Case des enfants du Plateau. C'est la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan qui en est l'initiateur. Sachez que sur 300 000 naissances enregistrées chaque année ici en Côte d'Ivoire, 2700 bébés sont atteints de cardiopathie congénitale, une anomalie cardiaque survenant au cours de la formation du cœur pendant la vie intra-utérine. Vérification du régime cardiaque, contrôle de la tension artérielle. Les enfants du centre d'accueil La Case des enfants du Plateau diagnostiqués des maladies cardiovasculaires. Un dépistage gratuit offert par la fondation ICA, Institut de cardiologie d'Abidjan, pour leur permettre de connaître l'état de santé de leur cœur. Dès le bas âge, déjà, qu'on commence à suivre les enfants et qu'on puisse donner des conseils aux parents pour l'alimentation des enfants, parce que c'est à travers l'alimentation qu'on peut éviter un certain nombre de maladies quand on est adulte. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. On m'a dit que je n'ai pas un problème de cœur, que ça va. Je leur dis merci. Depuis sa création en 2007, la fondation ICA œuvre pour la santé du cœur en Côte d'Ivoire. Cette opération sanitaire gratuite, elle veut l'étendre à plusieurs centres d'accueil d'enfants en vue de lutter contre les maladies cardiovasculaires qui affectent par an environ 1,3 million de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Une campagne de sensibilisation a été menée sur l'importance de l'arrêté de nomination des chefs de village. La campagne s'est déroulée à Bossi, un village du département de Didievi. Le ministre Aoussou Jano en a parlé aux populations en vue de les amener à participer au développement de leur localité, appuyée par la chefferie. Le reportage de Kwadio Kwame. De nomination, document administratif qui donne une reconnaissance légale aux autorités traditionnelles. De nombreux chefs de village sont en fonction sans arrêté de nomination. Depuis l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire en novembre 2015, les lignes semblent bouger. Bon nombre de ces chefs de village s'activent pour l'obtention de ce précieux document. Un statut légal qui permet aux gardiens de la tradition leur appartenance à cette chambre. Cette volonté d'exercer leur autorité en qualité d'auxiliaire de l'administration bénéficie du soutien du ministre d'État Aoussou Jano. C'était à Bossi, village de la sous-préfecture de Molonoublé dans le département de Didievi. Aoussou a sensibilisé les chefs de village sur l'importance de l'arrêté de nomination. Nous avons fait à Boaké dernièrement, où nous avons eu à remettre 75 arrêtés à 75 chefs. J'invite les chefs à se mettre ensemble pour faire leur cérémonie d'intronisation de remise d'arrêté. Aoussou Jano a demandé aux mutuelles et aux cadres d'accompagner les chefs dans leur mission d'agent de développement de leur localité. Dans ce village, le chef Nana Kwaku Angama a reçu son précieux document. J'invite tous les chefs de Côte d'Ivoire à faire comme moi, afin qu'ils puissent être reconnus et avoir des avantages liés à notre responsabilité de chef. Les autorités de l'administration centrale ont invité les chefs de village à la neutralité et à initier des projets de développement pour l'essor de leur terroir. Dans le département de Didievi, la sous-préfecture de Molonoublé compte 36 villages. 32 de ces chefs de village ont déjà reçu leur arrêté de nomination. Sachez que 22 filières professionnelles des sciences, lettres, langues et arts ont été retenues par le projet d'appui à l'enseignement supérieur dans les pays membres de l'UEMOA. Et pour parfaire la qualité du système de l'enseignement supérieur, 200 enseignants-chercheurs sont formés.
Présentée comme outil de prévision et de régulation, la didactique a pour but de faciliter la gestion des situations de l'enseignement. Dr Kessia Alesti constate que ces programmes de formation nationaux et régionaux constituent une réponse globale à l'ensemble des problèmes de l'enseignement supérieur dans nos États. Ils viennent renforcer les efforts déjà accomplis en vue d'outiller l'enseignant-chercheur. Il est donc question, dès aujourd'hui, de mettre en place la construction des savoirs qui obéit à une méthodologie, à une technique d'enseignement qui n'est pas nouvelle, mais qui permet de former un individu équilibré et qui entre dans la vie moderne avec les armes qu'il faut. 5 jours de formation qui vont permettre d'avoir un système d'enseignement et de recherche de qualité pour une mise en œuvre du système LMD dans notre enseignement supérieur. L'éducation est l'une des priorités de la mairie de Bondoukou. Cette mairie a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures scolaires dans la localité. Coût de ces infrastructures, 97 millions de francs CFA. Thérèse Tapé et Oboué. 13 salles de classe dans la commune de Bondoukou, 5 autres en cours de réalisation pour un coût global de 97 millions de francs CFA. Le maire de Bondoukou veut ainsi régler le problème de la double vacation et donner la chance à tous les enfants de Bondoukou à avoir accès à l'éducation. Le chef de l'État a dit que l'école est obligatoire, ce qui veut dire aussi qu'il faut assez de classes pour accueillir les enfants. Et donc c'est ce que la mairie de Bondoukou a fait. Les autorités préfectorales et de l'éducation nationale ont exprimé leur gratitude au maire pour la réalisation de ces infrastructures scolaires qui viennent combler l'attente de tous. Quant au représentant de la ministre Kandia Kamara, il a salué le maire de Bondoukou pour ses ouvrages qui illustrent la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire décidée par le président Alassane Ouattara. L'école est l'affaire de tous et c'est ce que M. Kone Iliassou a bien compris. Et nous attendons donc de tous les Ivoiriens qu'il y ait cet engagement-là dans l'amélioration de l'accès à l'école. Iliassou Kone a exhorté les parents à scolariser massivement leurs enfants, surtout les jeunes filles. Il leur a également demandé de lutter contre les grossesses en milieu scolaire pour le maintien de leurs filles à l'école. La première pierre de 2 terrains de sport a été également posée. Ce projet de la mairie d'un montant de 45 millions de francs CFA vise à occuper sainement la population. Il faut signaler que la mairie de Bondoukou a procédé à la construction de 46 magasins, de la réhabilitation de l'hôtel de ville, de l'ouverture de voies, ainsi que de la construction d'un abattoir. La télé-réalité la plus populaire au monde s'intéresse à l'Afrique francophone. Sous sa forme, l'Afrique a un incroyable talent. L'émission aura lieu à partir du 14 octobre. Et elle a été lancée hier au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Banraman. Les candidats de tout âge sont concernés venant de différents pays africains francophones et présentant un talent en chant, danse, comédie et magie. L'Afrique a un incroyable talent, c'est le nouveau programme de télé-réalité réservé à l'Afrique. L'émission va à la rencontre des talents africains dans divers domaines artistiques. Objectif, les faire connaître au monde. Avec 490 millions de téléspectateurs, l'Afrique a un incroyable talent sera diffusée dans plus de 64 pays. Une vingtaine de pays francophones vont s'affronter avec 200 participants. La Côte d'Ivoire abritera ce grand rendez-vous. Nous avons en tant que Côte d'Ivoire une terre fertile, un pays de talent. Un pays de génie, parce que c'est un pays, une terre de rencontre, une terre de brassage, une terre de métissage. Et il est démontré dans l'histoire que les peuples de brassage, les peuples d'ouverture sont des peuples qui donnent la possibilité au talent de s'exprimer. Selon les initiateurs, il s'agit de propulser au devant de la scène les talents africains. Nous savons qu'il y a des talents ici et que grâce à ces talents, nous allons pouvoir réaliser ce projet et pouvoir faire aboutir ce challenge. C'est la première fois que l'Afrique francophone va voir exister une émission de cette envergure. La radiodiffusion télévision ivoirienne se donne les moyens de pouvoir faire face à la concurrence. La RTI fait partie des chaînes partenaires. L'Afrique a un incroyable talent est une émission de la société de production Periscope. Le premier prix est de 10 millions de francs CFA. Angélique Kidjo, Fali Poupa et Claudia Tagbo composent le jury.
Les romans et œuvres littéraires traduites dans les langues maternelles pour une meilleure compréhension, c'est la mission des éditions Livre Sud. Et dans les rayons d'Edilis, en ce moment, plusieurs syllabaires en langue locale, des livres également en sénoufo, Ban, Yakuba et autres ethnies de Côte d'Ivoire. Le dictionnaire en langue tchaman est en phase de rédaction. Plongeons-nous maintenant dans l'univers des ouvrages traduits en langue locale avec Serge Collia. Dans sa librairie située au plateau rue du Commerce, une série de syllabaires en langue baoulé, bété, sénoufo, dioula, maou, wobé et bien d'autres ethnies de Côte d'Ivoire. Ces ouvrages, réalisés en collaboration avec l'Institut de linguistique appliquée de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et la Société internationale de linguistique, participent à la promotion du livre par l'usage des langues maternelles. De plus en plus de parents se posent des questions et viennent nous poser des questions. Pour nous, c'est positif. Donc c'est un secteur, je dirais, qui est en train de conscientiser les uns et les autres, mais sur le plan achat des ouvrages que nous avons produits, eh bien c'est difficile. Tout comme le livre, la langue est un vecteur de l'éducation et de la promotion de la culture. C'est pourquoi aucune langue ne doit être laissée pour compte dans la promotion véritable de la littérature. La francophonie a accepté nos langues maternelles comme étant des langues partenaires, que nous-mêmes nous devons valoriser. Nous avons des syllabaires et nous avons des contes, nous avons des proverbes. Pour tous ces efforts, Michael Drehi, premier responsable de Edilis, a été à 2 reprises lauréate du prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Elle a également reçu le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation. Toujours à la tâche, l'éditrice est en pleine préparation du dictionnaire en langue tchaman. Chez Edilis, chaque langue est une brique nécessaire à l'édification des mondes meilleurs. Cette vision plurielle de la langue et de la littérature sera réaffirmée à l'occasion du Salon international du livre d'Abidjan 2016. Y a-t-il une astuce pour devenir écrivain? Peut-on être prédisposé à l'art de l'écriture et puis ce métier nourrit-il son homme? D'autres questions reviennent aussi sur le bout des lèvres. À quoi sert la lecture? Écrivains professionnels du livre donnent leur avis sur ces questions au moment où le Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre ici même en Côte d'Ivoire. Écrire un livre est une nécessité vitale d'expression. Selon que vous écrivez pour vous, pour vos proches ou pour le grand public, le degré d'exigence n'est pas le même. L'envie d'écrire diffère d'un écrivain à un autre. On peut naître écrivain, c'est-à-dire avoir un rapport affectif avec le mot qui fait que même quand le mot est déraisonné, quand même le mot a perdu la raison ou il est devenu aveugle, on accepte qu'il nous guide, on accepte de le suivre, on lui fait totalement confiance. C'est à ce moment qu'on est écrivain. Si vous voulez savoir raconter, il faut savoir lire, il faut savoir comprendre. Il faut lire, pas pour copier, mais pour avoir une idée quand même de la façon dont on s'y prend pour raconter une histoire. Fatou Keïta a été révélée par ses écrits pour les enfants. Mais c'est par le roman qu'elle s'impose dans la littérature ivoirienne. J'ai été visible à partir du moment où j'ai écrit un roman. Ça change, ça change. Maintenant, les gens se rendent compte de l'utilité de la littérature pour la jeunesse. À l'époque, ce n'était pas tellement le cas. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup d'écrivains. Mais tous sont unanimes que le métier ne nourrit pas son homme. Je ne conseille personne à venir dans l'écriture par envie de se faire de l'argent. Ce n'est pas un espace indiqué pour cela. Quand on veut faire de l'argent, on fait du commerce. Même en Europe, même en France, il faut vraiment sortir un ouvrage. Par exemple, je dirais 100 000 exemplaires, 50 000 exemplaires. Ce n'est pas donné à tout le monde. Toutefois, Fatou Keïta reconnaît que les retombées de l'écriture sont énormes. Je ne sais pas si j'avais fait un autre métier, si j'aurais autant voyagé. J'ai fait le tour du monde. J'ai serré la main de Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une richesse, c'est une grande richesse. Desmond Tutu, j'ai serré sa main, j'ai rigolé avec lui, j'ai parlé avec lui. C'est un homme très jovial et tout. Fort de ces avantages, justement, le public est invité à s'adonner à la lecture. La culture, c'est la semence de l'esprit. Et l'agriculture, c'est la semence de la terre. Alors, on ne peut pas se lever, on ne peut pas engager son être dans l'aventure
que constitue le monde d'aujourd'hui si on n'absorbe pas. Et l'une des meilleures méthodes, c'est la lecture. Le Salon international du livre qui démarre ce jeudi sera donc l'occasion pour les écrivains de partager leurs expériences avec les lecteurs. Sachez que la France a commencé à puiser dans ses réserves pétrolières face au blocage de raffineries affectées par la fronde sociale contre la réforme du droit du travail, ce qui pourrait peser sur la production d'électricité lors d'une nouvelle journée d'action demain. Le Premier ministre Manuel Valls a répété aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de retrait de la loi travail. Au moins 16 des 19 centrales nucléaires de France ont voté la grève pour demain, 8e journée de mobilisation contre le projet de loi travail. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.